je me rappelle du premier jour, on était tous là, ceux qui s'étaient inscrits sur le site, ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire, il y avait des quiproquos, il y avait plus de 130 personnes, je crois, le premier soir d'ethnologie, si je me rappelle bien. C'était assez la folie. Moi, j'ai essayé d'être persévérant, contre vents et marées, de venir tous les mardis soirs. Bon, et puis après, il y a les contraintes, c'est comme disait Cyril, hein, au début, tout le monde est motivé, il fait beau, puis l'hiver arrive, le froid, la pluie, surtout cette année. Et c'est vrai que ces derniers temps, enfin moi je suis venu jusqu'à quand même à la présentation de tous les concepts de volition, d'agentivité, etc. Donc je sais que là, sur toutes les personnes qui sont là, que j'ai vues à chaque fois de moi, parce que je ne connais pas tout le monde, je sais que Cyril m'a dit qu'il n'y avait que des spécialistes d'hypnologie. Ayant un peu suivi le cursus, je sais de quoi il retourne. Et bon, j'ai discuté avec Cyril. Moi, je me présente, donc je m'appelle Frédéric Pied. Je suis praticien en hypnose érectionnelle et accompagnement du changement. Je suis aussi directeur de projet informatique et je m'intéresse au clean language. Et j'accompagne, enfin, je suis formé par Jennifer de Gant, Sophie de Brias. Ils m'appellent un peu le voyageur du clean language parce que je me suis les uns les autres et qui ne sont pas forcément toujours les mêmes ou ils ne sont pas toujours d'accord, parce que vous savez bien que quelles que soient les écoles, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, Cyril m'a demandé d'intervenir dans le cadre d'hypnologie pour parler spécifiquement des structures hypnotiques du clean language. Donc je ne sais pas si parmi vous tout le monde est familier avec le clean language. Que ceux qui sont familiers lèvent la main. Un petit peu. Donc ce que j'ai fait et ce que j'ai proposé à Cyril, c'est dans un premier temps de faire rapidement une présentation de ce qu'est le clean en vraiment restant centré sur les questions et sur la structure. C'est-à-dire que je ne vais pas évoquer le clean space, l'émergence cognitive, la modélisation métaphorique ou symbolique. Il y a des bouquins, donc des métaphores dans la tête qui sont spécialisés, des bouquins qui sont plus vulgarisateurs, qui s'appellent Revealing Metaphors and Opening Minds, que j'ai traduit mais qui ne verra jamais le jour, je pense. Et si ça vous intéresse, vous donnerez les infos. Et donc je vais rester vraiment sur l'outil, c'est-à-dire le clean language et les questions telles qu'elles sont posées et pourquoi elles sont posées. Donc beaucoup de personnes qui font de l'hypnose dans les phases de détermination d'objectifs ou d'anamnèse, enfin on l'appelle de recueil d'informations, etc., on l'appelle comme on veut, peuvent et utilisent des questions cliniques. Certains disent, moi, pendant ma déo ou pendant même des phases de transe, peuvent interroger leur patient ou leur client, enfin, comme on veut, avec des questions cliniques. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai suivi le fil de ma pensée, mais je vais passer au deuxième slide. Si vous avez des questions, hein, soit on les fait à la fin, soit c'est interactif, comme vous voulez. Alors là, je vous ai mis un gros pavé hypnotique. Ce support... il sera diffusé. Dès que je fais une présentation, je diffuse tous mes supports. Voilà. Je mets juste mon logo dessus pour pas récupérer des trucs un peu partout. Mais sinon, comme je fais de l'informatique, je protège aussi mes documents. Mais tu les partages. Oui, mais je les partage. Donc là, j'ai mis un bon gros texte bien lourd, bien vous ennuyer au départ. On confirme. Voilà. Donc ça s'appelle la technique de l'ennui, voilà, l'hypnose. Et ça marche pas mal. Donc, non, ce que je voulais rappeler, c'est déjà présenter le créateur du clean language, qui s'appelle David Grove, qui est néo-zélandais, issu d'une famille mi-maori, mi-australienne, je crois.
plus trop sûr, mais il est maori en tout cas, et qui a été zoologue, qui ensuite a été formé en PNL, qui était hypnothérapeute et qui est le créateur du Clean Language. Alors pourquoi il a créé le Clean Language? Je vous engage pas forcément à acheter son bouquin, mais à aller sur le lien que j'ai mis là en limité, mais comme vous aurez le document, vous pourrez y aller, copier-coller le lien. Il a écrit un livre avec Basil Panzer, dont je n'ai jamais entendu parler avant, mais qui est assez intéressant sur les débuts du Clean Language, comment il a approché les choses et pourquoi il a créé cet outil. Et c'était le premier à parler de matrice. Parce qu'après, il y a eu Matrix en 99, mais lui, en 89, il était déjà dans la matrice de l'expérience, etc. C'était quelqu'un d'assez innovateur, d'assez précurseur. Manque de chance, il est décédé d'une crise cardiaque à 57 ans. Donc, beaucoup des gens avec qui je travaille le connaissent, ou le connaissaient personnellement, ont été très traumatisés de son décès, et ont essayé de continuer son approche. Et c'est une approche, le clean, qui est en permanente évolution. Après, c'est comme toutes les approches thérapeutiques, on essaye de trouver des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles idées, etc. Et donc, on le verra au cours de la présentation, il y a eu successivement des vagues de questions qui ont été créées. Donc moi, je suis resté aux questions basiques. Je ne suis pas rentré dans les questions spécialisées et je ne suis pas rentré dans les questions de Power of Six, de téléchargement, etc., qui sont des trucs qu'on fait en séance, mais qui ne sont pas du Clean Language. Voilà, donc ce que je voulais dire. David Grove, premier objectif du thérapeute est de garder le langage propre et de permettre au langage du client de se manifester. Alors, il crée le Clean Language, pourquoi? Parce qu'il trouve que quand on fait des sessions en thérapie ou pas, en coaching ou autre chose, il y a toujours une forte projection de la part du thérapeute de son monde dans le monde du client. Donc lui, il dit, moi, je ne vais pas lui parler d'une machine à laver que j'ai à faire ou de trucs comme ça. Il dit, je vais poser des questions qui ne vont s'intéresser qu'à ce que le client apporte et qui ne vont porter l'attention du client que ce sur quoi il a envie de parler. Donc, n'utiliser que les mots, que les symboles et rester neutre et ne rien introduire de personnel de la part du thérapeute dans le paysage du client ou du patient. Donc c'est ce qu'il disait, un langage facilitant qui aidera à l'entrée dans la matrice de l'expérience du client. C'est-à-dire que le client se met dans cet état altéré rien que par la présentation et la diction du facilitateur, parce qu'en clean on appelle la personne qui accompagne un facilitateur. Il ne va rentrer dans cet état altéré que par la répétition des questions et avec ce formalisme des questions qu'on retrouve partout. Donc, accès interne à son expérience. On verra tout à l'heure qu'il y a interne, mais il y a aussi externe. C'est-à-dire qu'il y a des balances en fonction des questions. Soit on porte l'attention sur l'intérieur, soit sur l'extérieur. Mais l'extérieur étant toujours l'intérieur d'autre part. Alors, permettre la localisation et la direction de la recherche du client. Donc, quand on fait des sessions aussi, souvent, on part du mental, des pensées, et on arrive souvent sur du corporel et des émotions. Donc, on a vu dans l'hypnologie, ceux qui étaient là, qu'il y avait eu des sortes de zones définies par les clients qui sont le plexus solaire, les intestins, la gorge, derrière les oreilles. Et on avait remarqué un peu cet alignement qui correspondait à l'alignement des chakras qu'on retrouve dans les séances de clean, où les gens disent j'ai mal aux intestins, j'ai une boule à la gorge. Donc on retrouve un peu les mêmes manifestations émotionnelles et physiques dans le clean.
Donc en posant une question, nous n'imposons pas au client des valeurs, une construction ou des présuppositions. Donc on verra tout à l'heure les questions, on verra que c'est très propre. Voilà, donc moi j'ai mis les questions ne sont pas posées pour rassembler de l'information ou pour comprendre les points de vue du client. Donc ça c'est en partie faux. Il a écrit, mais moi je ne suis pas trop d'accord, parce que les questions elles sont quand même posées pour retirer des infos. Parce que si on n'a pas d'infos, on ne peut plus poser de questions. Et comprendre sa perspective de l'intérieur dans sa propre matrice. Voilà. Nous voulons laisser nos questions noyer. Alors ça, c'est une belle métaphore. Questions noyées. On a déjà vu des questions, on a déjà vu des noyages, mais des questions noyées. Voilà. Donc, mais je ne vais pas rentrer non plus sur tout l'aspect métaphorique, analogie, etc. Ça, c'est un autre champ aussi d'amour. Enfin, intéressant, mais qui n'est pas dans le cadre de la soirée. Voilà. Donc ça, c'est une façon d'imager. Donc j'ai mis les 12 questions de base en sachant que au départ, il y avait 9 questions. Et puis c'est passé à 12. Et donc ça, c'est les questions de base. Derrière, je ne vous ai pas mis ce que je disais tout à l'heure, les questions spécialisées. On verra dans l'extrait de la matrice de hypnologie, sur la descente d'une séance, il y a une question spécialisée qui sort et qu'on retrouve et qui est sortie des années après les premières mises en place et utilisation des 12 questions ou des 9 questions de base. Donc à quoi servent les questions? C'est assez simple, hein. Il y a des questions d'entrée, donc la personne arrive, elle s'installe, il y a un espace, on choisit l'espace, et la première question qu'on pose c'est qu'est-ce que vous ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Cette question, la personne va apporter quelque chose et à partir de là, on va commencer à naviguer. Donc, elle va apporter des éléments avec des questions sur lesquelles on va poser, on va rechercher à récupérer des attributs, c'est-à-dire, elle va dire, oh, oui, j'aimerais avoir plus confiance en moi. On va lui dire, et plus confiance en vous. Et quel genre de confiance est cette confiance? Donc là, la personne, elle va commencer à rechercher. Et donc, elle va nous ramener des éléments sur ce qu'elle estime être la confiance dont elle a besoin. Donc voilà, puis on va bâtir là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle développer ou récupérer des attributs d'une question à laquelle la personne souhaite avoir une réponse. Ensuite, il y a la localisation. Comme on disait tout à l'heure, il y a le psychologique, le psychique, et il y a le physique. C'est-à-dire que souvent, quand on va commencer à questionner, la personne va dire, bah oui, c'est comme un poids sur mes épaules, c'est comme des démangeaisons sur les mains. Enfin, ça va se traduire de façon physique. Et donc la question, souvent, c'est et où est cette douleur, où est cette démangeaison? Donc elle va caractériser, elle va localiser cet événement. Donc après, bon, je ne rentre pas dans les détails de toutes les questions. Ce que je veux dire, c'est qu'on récupère des attributs, on les localise. Il y a des intentions. Enfin, d'abord, on va faire la navigation dans le temps, c'est-à-dire que souvent, on peut demander à une personne, elle dit, ouais, souvent, je me mets en colère. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe juste avant colère? Souvent, la personne, elle commence à réfléchir. Elle dit, bah oui, souvent, quand je me mets en colère, je pense à ça. Donc, elle va amener un élément, et elle va dire, bah oui, effectivement, il y a un pattern, un schéma répétitif qui fait que quand je me mets en colère, il y a quelque chose qui arrive avant. Elle va peut-être le trouver, on ne le trouve pas toujours, hein, mais pareil, sur un événement, navigation dans le temps,
l'événement X, qu'est-ce qui se passe juste après? Et qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui se passe après? Et ça, c'est pour les personnes, par exemple, une personne qui mangeait des glaces, machin, etc. Elle allait chercher des glaces, elle rentrait dans le magasin, elle achetait des glaces, elle sortait du magasin, elle rentrait dans sa voiture, et elle ne savait plus où était passée la glace qu'elle avait achetée, sauf qu'elle l'avait mangée. Donc on lui demandait, ben, qu'est-ce qui se passe juste après que tu sois sorti du magasin? Après, donc, les questions d'intention. Donc, souvent, quelqu'un apporte quelque chose et on lui dit, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Qu'est-ce que tu... Enfin, donc là, je ne pose pas la question, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive? Quelle est ton intention par rapport à cet événement, par rapport à cette pensée, par rapport à cette action? Voilà. Et il y a aussi donc ce qu'ils appellent des questions de conditions. Donc pour savoir si, pour valider que vraiment la personne veut faire quelque chose. Donc est-ce que peur peut faire quelque chose? Est-ce que confiance peut, etc. Donc qu'est-ce qui doit se passer pour, je ne sais pas, pour voyager, pour manger, pour... enfin, vous mettez à X, c'est les éléments de métaphore ou les symboles. Donc, voilà. Et après, navigation dans l'espace. Alors, pour moi, c'est pas trop navigation dans l'espace ou entre les perceptions, mais c'est plutôt vraiment créer des relations, parce que quand on fait une grande séance, on récupère énormément de matériaux, on va dire, et souvent la personne, quand elle a évoqué des choses au début de la séance, elle ne se rappelle plus qu'elle les a évoquées à la fin. Et le but des questions, c'est de mettre en relation des éléments qu'elle n'a jamais mis en relation, et le thérapeute ou le facilitateur, c'est pas forcément non plus. Lui, il va prendre au hasard des fois, parce que des fois, c'est le hasard. Il va dire, mais entre ça et ça, est-ce qu'il y a une relation? Donc, y a-t-il une relation entre le symbole A et le symbole B? Et souvent, la personne, comme elle n'a jamais forcément réfléchi auparavant à cette relation, ben, il va y avoir des révélations. Donc moi, je me rappelle d'une séance j'avais fait une séance de 2 minutes dans le couloir en attendant le cours d'ethnologie. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y avait des cheveux longs avec Théo, d'accord. Et lui, il était en panne d'inspiration. Il y avait un problème pour écrire, etc. Et donc on avait fait un petit travail rapide. Puis à la fin, il me fait, ah ben oui, mais j'ai compris pourquoi je suis bloqué. Moi, je n'ai pas compris. Je ne sais même pas pourquoi, mais lui, il a compris. Après, je ne sais pas s'il a pu l'écrire ensuite, mais voilà. Donc, je passe à la slide suivante. Et en fait, les slides se répètent, mais avec des directions un peu différentes. Donc, ce que je voulais présenter, donc, on reprend les 12 questions qu'on a vues, et pour ces 12 questions, on définit un objectif. Donc, on l'a vu, objectif de et quel genre de X, et ce X, c'est de récupérer des attributs, des informations, et où est, ou quel est le lieu de X, c'est la localisation, trouver l'endroit dans le corps ou dans l'espace, parce que des fois les personnes mettent leurs symboles autour d'elles, devant elles, au-dessus d'elles, derrière elles, tout est ouvert. Donc après, amener la métaphore, donc ça c'est la fameuse question, et X c'est comme quoi? C'est là qu'elle va dire, bah, c'est comme quand j'en ai ras la casquette. Ras la casquette, littéralement, si vous ne savez pas ce que c'est que ras la casquette, et que vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne saurez pas expliquer ce que veut dire ras la casquette. Et après, on vous fait un geste, vous allez comprendre que c'est lié à dire la main, etc. Enfin, bon, ras le bol, etc. Donc, le X, c'est comme quoi, souvent, ça amène la métaphore du client. Et après, on retravaille dessus en disant, bah oui, mais quand on ras la casquette, quel genre de casquette est cette casquette? Parce que derrière la casquette, il y a quelque chose. Et puis, on a des automatismes comme ça qui font qu'on répète ce qu'on nous a appris, qu'on a engrangé couche par couche, et puis on ne fait même plus attention, alors que des fois, ça a une signification. Mais on ne sait pas. Voilà, donc après, il y a les questions de relation, donc les liens entre les symboles, des questions de séquencement, donc on a vu
qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, des questions de source, donc d'où vient le X, et les deux objectifs suivants, d'intention et de conditions nécessaires, qu'on a vu, qu'est-ce que X aimerait qu'il se passe, donc il va apporter quelque chose pour dire, moi j'aimerais que, et les conditions nécessaires, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses. Voilà. Et donc là, j'ai mis des petits triangles rouges vers le bas et bleus vers le haut, pour montrer que pour 6 questions, il y a une direction de l'attention de la personne vers l'intérieur de sa perception, et les triangles bleus, une direction de l'attention vers l'extérieur de sa perception. Et donc on travaille aussi à ces deux niveaux-là, c'est-à-dire intériorisation et extériorisation. Voilà. La question ? La localisation, c'est toujours sur le corps. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne, quand elle va amener des symboles, elle va soit les avoir, elle va soit ressentir des émotions, et donc là, souvent, ça va être corporel ou psychique, c'est-à-dire des pensées, elle va avoir des pensées, des émotions, donc elle va localiser dans son corps ces symboles de boule noire, de trucs qui a crisp, de fourmillement, de brandissement, etc. Donc il y a cette localisation, on va dire, corporelle, et il y a la localisation aussi des symboles qu'elle va amener, et que des fois, elle va positionner par rapport à elle dans l'espace où elle se trouve au moment où elle y est. C'est-à-dire qu'elle va dire, je ne sais pas moi, quand je suis en colère, j'ai l'impression qu'il y a comme un mur devant moi. Et elle va faire le geste aussi. Et comme on le voit en hypnose ou dans d'autres techniques, on porte l'attention et on répète le geste de la personne. Parce qu'il y a, on le sait, le verbal, mais il y a énormément aussi dans les séances de non-verbal. Donc la localisation, elle va disposer des fois dans l'espace, ou autour d'elle, devant elle, comme je disais, au-dessus d'elle, des éléments qu'elle va amener au cours de la séance et qui vont prendre une place. Et si la personne ne répond pas à une question, on lui met une claque. Ça, c'est une des techniques très très rapides, une confusion souvent. Et non, si une personne ne répond pas à une question, l'autre fois je discutais avec une amie psychiatre qui me disait j'ai essayé de mettre en place des questions clean dans mes entretiens avec mes patients. Je fais c'est super. Et elle me dit mais souvent il y a des patients qui me répondent je ne sais pas. Et je lui fais mais est-ce que tu as essayé de lui répondre par exemple avec une question clean et lui dire et quel genre de je ne sais pas et ce je ne sais pas. Elle me dit mais je peux vraiment poser une question comme ça? Je fais oui, justement, parce que des fois quand on ne sait pas, en fait on sait qu'on ne sait pas, mais on sait aussi pourquoi on ne sait pas. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il y a l'effet de surprise aussi, c'est-à-dire que la personne elle ne s'attend pas forcément à ce qu'on lui réponde ça. Voilà. Mais après, bon, c'est la même chose, hein. Chaque personne étant unique et différente, en fonction de la relation qu'il y a entre le facilitateur et la personne, on sait si on peut poser certaines questions, dans quel sens les poser, etc. Mais tout en restant cantonné à ce que la personne apporte. Bon, après, si elle vous dit quel genre de je ne sais pas, vous voyez, vous regardez comment elle agit, quand elle dit je ne sais pas, elle fait peut-être un geste, quelque chose qui fait que, oui, mais et quand je ne sais pas, vous reprenez son geste, qu'est-ce qui se passe juste avant ce je ne sais pas? Par exemple, il y avait un gars, dès qu'il parlait, il prenait tout le temps son poignet, il prenait sa montre comme ça, il était tout le temps en train de la tourner. Et donc ça, c'est une séance avec David Grove. Dommage, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'enregistrement, parce que tout est gardé par la famille, toujours des droits de machin, etc. C'est dommage. Et le gars, il tournait sans arrêt sa montre, comme ça, quand il répondait à une question. Et donc, David Grove, il n'a même pas posé de questions spécifiques sur le truc, il lui a
quand... Qu'est-ce qui se passe juste avant? Moi, et l'autre, il a regardé, il fait, bah oui, ah bah oui, en fait, je fais tout le temps ça parce que... Il a dit. Voilà, donc c'est... et donc je parle et je perds le fil de mes pensées. Donc j'ai répondu à la question. Ah oui, c'était sur l'espace, la localisation, etc. Oui, mais sur celle-ci, oui. Sur Ok. l'autre, non, mais c'est pas grave. D'accord. Ok, voilà, donc je passe au slide suivant. Donc là, c'était juste pour vous dire que c'est la même chose. Hein. C'est la carte des questions avec attributs avant, après, métaphore, localisation. C'était juste pour vous dire que dans une session clean, souvent, 66% des questions sont posées avec quel genre de, y a-t-il autre chose à propos d'eux et où et ce. Et ça, on le retrouve souvent dans le bouquin de Judy Rees et Wendy Sullivan, où elles appellent, on va dire ce rond-là, les deux questions du Jedi paresseux. Donc, de tout Jedi lazy questions. Et donc, juste avec ces deux questions-là, on peut faire une session clean. Et quel genre d'eux, et y a-t-il autre chose à propos d'eux? Et elle donne un exemple qui est assez simple, c'est que je vais chez Darty et je veux acheter une machine à laver. Je vais voir le vendeur arrive, et il me dit, qu'est-ce que vous voulez, tout ça, vous êtes intéressé par quoi? Je suis intéressé par cette machine. Et il dit, ah oui, la machine bidule, c'est ça. Et vous lui dites, mais quel genre de machine à laver est cette machine à laver? Alors il va vous dire, ouais, c'est la machine électronique, vous avez tous les programmes, ça tourne à fond, machin, etc. Et si vous n'avez pas d'autres questions à lui poser, et vous voyez que vous n'avez pas assez d'éléments, vous lui dites, et est-ce qu'il y a autre chose à propos de cette machine? L'autre, il va essayer de trouver des choses, il va les rechercher, ah oui, il y a ça, et puis il y a ça, et quel genre de ça et ce ça? Et hop, on repart, ah ben oui, ça c'est un programme machin, et puis votre machine elle l'a pas, mais celle-là elle l'a, etc. Ah oui, d'accord, et vous disiez tel truc, et quel genre de truc est ce truc? Et voilà, et on peut passer 3 heures chez Darty à recueillir les informations de la machine à laver. Juste avec les deux questions. Voilà. C'est motivant. Ouais. C'est motivant. Une session clean, c'est pareil, hein. Juste avec ces deux questions, on peut aller très loin. Donc, le but, c'est pas non plus que de poser ces deux questions, parce que ça ne fait pas non plus forcément avancer beaucoup le schmilblick, mais c'est effectif. Quoi. Alors, je vais essayer de speeder. Donc, sculpture inductive complète. Donc, c'est juste pour vous dire que, en fonction de si un client parle très vite, ou un patient, ou un facilité, vous n'allez pas utiliser cette structure-là. Vous allez juste utiliser la structure avec et question clé. Mais le but, c'est aussi de faire rentrer le client dans un état de transe, ou un état altéré, ou un état d'intériorisation, comme on peut l'appeler, ou un état hypnotique. Et donc, petit à petit, si la personne parle très vite, on va lui répondre aussi très vite. Et au fur et à mesure, on va amener la structure inductive complète. C'est-à-dire qu'on va dire et quand, et puis après on va et reprendre ses paroles, et quand, et question clé. Donc, les 3 étapes, c'est et je reprends les paroles, je reconnais ce que le client dit, donc c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire que je prends très grand et je focalise de plus en plus. Donc, reconnaître ce que le client vient de dire, et, alors, parole ou geste, je disais tout à l'heure, verbal, non verbal, et colère, par exemple, on dit et colère. Ok. Diriger son attention, je dis et quand colère. Donc, on a focalisé sur la colère. D'accord. Et là, je pose la question clean. Je refocalise encore plus fort en disant donc et quand colère. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe avant? Donc c'est là qu'on pose la question. Donc, tac,
complètement sur la colère, sur la question qui doit être liée à cette colère et qu'est-ce qu'il va aller chercher avec la question qui vous pose. Donc ça, structure inductive complète, donc j'ai mis vite fait un exemple derrière que j'ai retiré du bouquin de Louis Tompkins. La personne dit quelque chose, elle parle d'une lumière, etc. Et donc le facilitateur dit, et il semble y avoir une lumière chaude qui brille à travers la porte ouverte. Et quand il y a une lumière chaude qui brille, quel genre de lumière est cette lumière? Les enfants, comme ça. Voilà. Ah, Le c'est client, bien. il parle pas. Pardon? Et le client, il parle pas parce que moi. Non, non, ça c'est parce que je dis, il a raconté une histoire de lumière avant. Oui. J'ai pas mis tout le dialogue. Tout à fait, mais après, donc, il y a la première, et il semble avoir une lumière Mmh. chaude, voilà. Mmh. Et tout de suite, on. Voilà. Et quand il y a une lumière C'est ça. qui brille, Ouais, et c'est tout ça. de suite, un genre de. Voilà. C'est D'un ça. seul coup. Oui. Dans une même phrase. À chaque fois avec et, Dans une même quand. phrase. Qu'est-ce que Et ça passe. Ah oui, ça passe. Au début, Ça fait- surprend, mais ça au passe. début, ça fait très étrange. Je fais ce coup, fait ça, ouais. Oui, mais oui. Et après, il ça rien. Ben, si on fait ça, tu vas partir en transe. Je pense que j'arrêterai avant. Non, Non, non. Enfin, je sais pas. non, tu ne Parce pourras que plus arrêter parce que la ça devient. répétition, C'est comme la- une drogue, le clean. Évidemment, tu veux encore une autre question. Tellement c'est bon. Ah, c'est vrai. Voilà. Bon, enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, on pose une question. Et que la question, j'ai mis quel genre de lumière, mais ça aurait pu être et y a-t-il autre chose à propos de cette lumière ou et y a-t-il autre chose à propos de chaude de cette lumière chaude. Parce qu'à chaque fois, on porte l'attention sur un élément. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, après, derrière la structure inductive simple, bah, c'est ce que je disais, hein, c'est juste et question clean, et quel genre de, et y a-t-il autre chose, et où se trouve. Voilà. Et là, c'est juste, c'est le truc qui va te rabibocher avec le clean, c'est que là, tu as juste une petite question, un et la question. Et une autre par rapport à l'autre. Voilà. C'est Ça, c'est la simple. Voilà. Et l'autre, c'est la complexe. Donc le but, c'est commencer par des simples et petit à petit amener sur la complexe. Et plus on rentre dans la complexe, et plus on en redemande. Donc bon, bah, là, je vais aller vite fait, hein, mais le et, pour ceux qui font de l'hypnose ericksonienne, qui ont fait de la PNL, des trucs comme ça, c'est le transmetteur. Alors eux, ils disent que c'est le transmetteur du clean language, mais c'est le transmetteur dans tous les langages, dans toutes les techniques, etc. C'est un pont, hop, je rajoute, et plutôt que de dire mais ou des choses comme ça, on remplace par et puis on a l'impression que tout flotte, tout baigne, tout s'enchaîne, même des choses qui ne s'enchaînent pas. C'est aussi très bon pour la confusion, très bon pour plein de choses. Par exemple, et de lier par exemple deux choses qui ne sont pas forcément compatibles. Donc j'ai mis et vous l'aimez et il vous a fait ça. Par exemple, il lui a fait un truc qu'elle n'aimait pas, mais hop, on dit ah il vous l'aimait et il vous a fait ça. Ça fait bizarre, mais c'est comme si ça adoucissait les choses. Voilà. Donc fonction de connexion, d'ajout, de continuation. Vite fait. Le quand. Donc c'est invite la personne à se focaliser. Alors, il faut voir dans le clean, il y a le statique, le dynamique. Donc, comme dans beaucoup d'autres matières, ou la physique, la chimie, la physique, du statique et du dynamique. Donc, le quand, ça va être plutôt de nature statique pour arrêter le temps et récupérer des nouvelles informations. Et le tandis que, au contraire, ça va être plutôt pour le rendre plus dynamique. Parce qu'il va y avoir une action qui va être générée ensuite. Donc voilà, c'était juste pour montrer que, en fonction de ce qu'on place après le et, on va à la fois aller de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur avec les différentes questions, et avec le et, les tandis que et le quand, on va aller du statique vers le dynamique, donc du dynamique vers le statique.
Marianne Way, Cathy Nock, donc tout ça, c'est les grandes têtes du clean. Bon, c'est très anglo-saxon, hein, malheureusement. Il y a un livre en français qui s'appelle Manuel de clean coaching de Bogena et qui est sorti très récemment. Il y a le bouquin de Judy Riggs et Wendy Sullivan que j'ai traduit, mais que vous ne verrez jamais nulle part. Et donc il y a des ressources multilingues, donc Clean Language CO.uk, où là vous avez en anglais, en allemand, en espagnol, enfin vous avez tout, plein de super articles. Hein. On voit le site, il a l'air un peu vieillot, un peu 80s, etc. Mais par contre, le contenu à l'intérieur, il y a vraiment des petits bijoux ça parle du clean et du théâtre, du clean et de l'impro, du clean et du coaching, du clean dans tout. Et il y a vraiment des très bons articles. Bon, et après, il faut parler lire anglais. Voilà. Il y a des articles en français. Donc, il y a la Worldwide French section où vous allez retrouver des articles. Il y a mon site où il y a des articles aussi. J'ai traduit des articles pour James Lowley sur son modèle reprocess sur la modélisation de l'attention. Et il y a des très très bons livres. Alors, j'en recommande un, c'est l'analogie cœur de la pensée, pour voir un peu comment fonctionne la pensée en comparant les choses. Il est vraiment excellent. Et il est en français. Donc ça c'est très intéressant. Et sinon, vous avez Trust Me, I'm the Patient, Clean Language, Metaphor and Psychology of Change, et qui est aussi très intéressant. Philippe Arland étant celui qui a ensuite créé le Power of Six. Bouquin qui est en cours de traduction depuis 10 ans et qui sera peut-être jamais aussi édité en France. Voilà. Et vous avez plein de ressources sur YouTube. Vous avez des ressources sur Facebook. Il y a le groupe de Judérisme, un truc payant, Métaphore Mastery, où vous inscrivez à son truc, et puis après vous discutez avec des gens qui font des clips. Il va y avoir un événement le 9 septembre qui est organisé aussi par Judy Rees, donc ça va être beaucoup d'anglophones, malheureusement ou heureusement, je ne sais rien, mais la communauté francophone est quand même assez limitée. Et donc ça va être un truc, parce qu'elle est très geek, très open forum, très truc comme ça, et elle va mettre ça sous Zoom Us, là c'est un outil collaboratif, et ça va durer 24 heures, et ça va balayer les 24 fuseaux horaires mondiaux, avec différents intervenants sur différents continents, et qui vont intervenir sur des thématiques qu'ils vont proposer. Donc ça aura lieu normalement, si tout va bien, le 9 septembre. Mais bon, c'est un truc payant, parce que bon, ça demande de l'investissement, des machines, voilà, un abonnement à Zoomos, et il y a le groupe Facebook, l'École française du clean, où vous retrouvez des personnes qui agissent dans l'univers du clean language en France. Et il devrait, parce que moi je les accompagne beaucoup dans leur stratégie de communication, de mise en place d'outils transversaux, de sociaux, etc., pour qu'ils soient un peu plus visibles, un peu plus connus en France. Et il devrait peut-être y avoir, au cours de l'année 2017, comme l'Arche, une école du clean qui serait créée. Donc après, c'est toujours pareil, ça demande des investissements, de l'argent, du temps, que les gens soient présents, qu'il y ait des cours avec des contenus intéressants, etc. Donc c'est comme toute école, hein, c'est pas facile à faire vivre, évoluer, changer, innover, etc. Voilà. Donc je crois que j'ai fini. Maintenant, on va passer, je pense, rapidement. Si vous avez des questions, donc là, bon, j'avais fait des petits trucs, voilà, suite. Parce qu'il a bossé aussi un peu, parce que moi, n'étant pas un grand spécialiste, enfin, un moindre spécialiste, on va dire, d'hypnologie, je lui avais demandé de... Alors, j'ai fait un petit PDF. Ah ben non, ça, c'est ma formation en ligne. C'est là. Il est là, Hypno. Voilà, c'est celui-là. Alors là, on voit que c'est quand même un peu petit. Hein. On va zoomer. On voit qu'on ne voit rien. Quoi. Zoom. Alors, Zoom plus, parce que là c'est contrôle plus.
Ouais, ça va pas donner grand-chose. CTRL plus. Voilà. En fait, quand il redéfinit l'écran, quand tu le branches sur les vidéos, ça réduit à nouveau. Donc en fait, ce qu'on a fait, pu venir aux séances précédentes qui ont suivi l'évolution et la mise en place du tableau et de la matrice d'échnologie, on a essayé de rester fidèle aux différentes catégories. Et comme ça avait été fait pour l'exemple chamanique, après je sais, comme je n'ai pas suivi et que je ne suis pas venu au suivant, je n'ai pas vu qui est intervenu sur quoi, mais je pense que c'est resté, tu as gardé un peu ce que tu m'as envoyé, c'est-à-dire cette trame. Donc moi, Cyril m'a envoyé la trame, j'ai dit ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer en fonction d'une mini-séance, parce que je n'ai pas tout repris non plus, parce que comme je disais tout à l'heure, les gens ils travaillent avec des dessins, ils travaillent avec du téléchargement, du Power of Six, et qu'est-ce que tu sais maintenant sur, et qu'est-ce que tu sais 6 fois, poser 6 fois comme ça, pour avoir à la fin le mantra à se répéter sur voilà ce que ça m'a apporté. Donc, je suis resté très basique, et c'est juste une mini-séance, donc avec les techniques utilisées, les notes associées, les symboles et métaphores qui sont mis en place, soit avant, soit pendant la séance, des symboles auditifs. Après, on va avoir, il faut que je déplace le truc, on va avoir d'autres composants hypnotiques, les histoires de projection, introjection, les objets d'attention, donc on revoit un peu aussi les canaux sensoriels, VACOG, VAK, la gentilité et la volition. Donc, grosso modo, séance. Le sujet arrive, ou de facilité, dans un espace, il y a 2 chaises, où il choisit sa place, il se fait en diagonale, en quinconce, face à face. Il se positionne où il veut, c'est lui qui choisit son espace, sa chaise, et vous prenez ce qui reste. Vous lui demandez si vous êtes bien au bon endroit, là où vous êtes, si vous dites OK, vous asseyez, et hop, c'est parti, on commence la session. Donc c'était un peu les mêmes notes que sur une session d'hypnose ou sur une session standard. Les symboles, c'est l'espace, la pièce, les attributs, la personne, le facilitateur, le sujet, celui qui va être facilité, et tout ce qui tourne comme objet ou comme, on va dire, pensée au moment où ça se passe à l'instant présent. Donc, ce que je disais, c'est ce qu'on retrouve aussi partout, c'est une magie sur le moment. C'est-à-dire on n'est pas en train de refaire l'histoire, c'est qu'est-ce que vous ressentez maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant. Voilà. Donc, après, il rentre, les notes, c'était la position qu'il prend, l'acceptation, parce que quand on lui dit vous vous mettez là, il va dire oui, je me mets là. Enfin, vous vous mettez où vous voulez, donc il va dire bah oui, je me mets où je veux. C'est un peu comme les yes set en hypnose, on va l'amener à valider des choses pour qu'il se sente bien et qu'il soit dans cette position, on va dire, d'expectative, d'attente, et d'attendre qu'on lui pose la fameuse question d'entrée et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe. Donc il se prépare à l'écoute, il s'assied, donc là, dans ce cas-là, il était assis en diagonale par rapport au facilitateur. Le facilitateur, ce que je voulais dire aussi, c'est que contrairement à une séance d'hypnose, on va dire, standard, où il est quand même souvent demandé d'essayer de ne pas prendre de notes, c'est-à-dire d'être complètement focalisé sur son patient ou son client, et de calibrer, d'analyser, de voir le verbal, le non-verbal, et d'être tout le temps centré sur la personne et en l'accompagnant. Dans le clean, le facilitateur, il arrive, il s'assied là où la personne a décidé qu'il devait s'asseoir, et il peut avoir des papiers, il peut
pas s'intéresser du tout à la calibration, à la synchro, etc. À la limite, le mec, il peut avoir les bras croisés pendant que l'autre personne elle a les bras sur les cuisses. Il peut avoir les jambes comme ça, alors que la personne elle a ses 2 pieds par terre. À la limite, la synchro, tout ce qui compte, c'est la direction de l'attention. Et où va aller l'attention et où je vais la diriger. Donc, mais ça a des effets très bizarres. Hein. Parce qu'on se dit, oui, bon, il faut être en synchro, il faut l'accompagner, il faut le rapport, le machin, etc. On adapte son rythme verbal, ses gestes non verbaux, etc. En clean, ça n'a pas trop d'importance. Ça en a toujours, forcément, mais c'est moins important que dans une séance d'hypnose. Donc là, j'ai passé sur l'attente, les ancrages, attribution, symbolisation à l'espace, attribution dont on ne voit pas trop. Donc l'attente, bon, ça c'est le début, donc c'est un peu standard par rapport au reste. Et on commence par la question étonnante, parce que quand on n'a jamais fait de clean, et qu'on arrive à une séance une première fois, donc on vous dit, qu'aimeriez-vous qu'il se passe? Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe? J'en sais rien. Enfin. Donc c'est une question qui est un peu bizarre. Après, quand on l'a eu une fois, on sait. Donc souvent, les personnes qui font du clean, elles sont obligées d'expliquer. Parce que qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Pas clair. Et le truc du clean, c'est que ça a été traduit de l'anglais. Et la question d'origine en anglais, elle a un soubassement culturel qui fait qu'elle est comprise d'une certaine façon par les Anglais. Et quand on la traduit en français, What would you like to have happen? Ça n'a rien à voir. Parce que ça ne veut pas dire la même chose. Un Anglais, il va tout de suite savoir répondre à cette question. Un Français, il va dire, mais comment ça, ce qui se passe quoi? Oui, qu'est-ce que tu voudrais travailler, qu'est-ce qui t'amène, voilà. Et on est obligé de rentrer souvent dans la définition de la question. Donc, ce qui n'est pas forcément super beau, puisqu'on perd un peu de la surprise. De la clinitude. De la clinitude aussi, ouais. Donc la personne, là, dans cette séance, elle dit, je suis toujours, je ne sais pas trop au départ, je pense, il y a toujours une sorte de dissociation avec moi par rapport aux événements. Et c'est comme si ça arrivait, mais je n'y prends pas parti, et c'est pour me protéger. Ok, il amène plein de trucs, là. Donc, dissociation, j'en fais pas partie, c'est pour me protéger. Bon, ok, là, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a un flottement blanc. Et la question du facilitateur, c'est de dire et quand dissociation par rapport aux événements et protège. Quel genre de protège et se protège? What? Commencez par. Hein? Quel genre de jeu est-ce que je suis? On peut. Tout est ouvert en fait. Hein. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que le facilitateur, il va prendre un angle. Il aurait pu très bien prendre ce que tu dis, dire quel genre de jeu est ce jeu. Mais bon, souvent le jeu c'est le jeu. Enfin, c'est moi. Enfin, bon, on ne travaille pas trop sur le jeu. On peut le faire, hein. C'est pas interdit. Mais on travaille sur le jeu quand on sent qu'il y a un problème d'identification, des choses comme ça. Là, il est plus, c'est pas qu'il ait problème d'identification, c'est plus un problème de dissociation vis-à-vis des choses, des événements, etc. Donc là, la question, elle pose plus sur le verbe. Parce qu'en fait, on remarque que quand on veut définir des métaphores, souvent, ça part des verbes. C'est-à-dire que un verbe a souvent une signification métaphorique dans une phrase parce qu'il est associé à un élément ou à une chose qui n'a rien à voir avec ce verbe. Tout à l'heure, on parlait des questions noyées. Moi, j'ai jamais vu une question se noyer ou une question noyée.
Par contre, quand on y réfléchit, une question noyée, on comprend ce que ça veut dire. Elle est mise dans quelque chose où on ne la voit pas trop, et où elle est perdue, etc. Et là, on commence à construire tout ce qu'on a construit depuis le début, le premier jour de sa naissance, c'est-à-dire toutes les couches qu'on a mis qui se comparent les unes aux autres. Et à la fin, on dit, bah oui, une question noyée, ça veut dire ça. Mais ça pourrait vouloir dire ça pour moi et dire autre chose pour quelqu'un d'autre. Donc là, en fait, bah, on appuie sur le verbe protéger parce que on l'a récupéré de « et c'est pour me protéger ». En plus, c'est le dernier mot de la phrase de la personne. Par contre, il n'est pas repris dans son intégralité. Ah non, 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 on prend que des éléments. On ne répète pas toute la phrase de la personne. Je sais pas, mais là, quel genre de protéger et se protéger? Oui, on aurait pu, oui, prendre quel genre de protéger et se protéger. Quel genre de protection? Protéger, ça reste pareil. Protection, déjà, ça... Mais bon, moi je vous prends une séance qui a eu. Hein. Après, je ne vais pas rentrer trop non plus dans le pourquoi, du comment. Je vais juste montrer comment ça se déroule et ce qui se passe. Après, bon, on peut toujours chipoter hein, sur pourquoi il a pris ce mot-là et pas ce mot-là, etc. Après, il faut se mettre en situation. C'est-à-dire que c'est facile quand on le voit écrit et quand on y réfléchit, parce qu'on a le temps. C'est plus difficile quand on a la personne en face de soi et qu'on est obligé de rentrer dans son monde très rapidement et d'essayer de prendre les éléments qui sont les bons éléments. D'accord, je fais un raccourci parce que oui. au départ, tu disais qu'il n'y avait pas de synchronisation. Je pensais qu'il pouvait y avoir aussi une interprétation sur certains mots. Ah oui, d'accord. Okay. Donc ben voilà, là ce qu'on a mis, c'est bon, première rupture, questionnement plus recherche d'attributs. On trouve la question quel genre de. Donc qu'est-ce qui se rattache à protéger, protège donc, pour la personne. Donc, et là, comme je le disais tout à l'heure, comme vous l'avez vu sur les petits triangles bleus et les triangles verts, on dirige l'attention de la personne vers l'intérieur de sa perception. Il protège, ouais, mais quel genre de protège? Quand je me protège, ça fait quoi? Enfin, bon, voilà. Je prends un peu d'eau, excusez-moi, parce que parler, ça donne ça. Tasse. Donc ça reste. Voilà. Donc après, ben, là c'est du développement parce qu'on voit qu'il y a des questions de développement, des questions de situation, de choses comme ça. Donc là, on essaye de développer aussi. On récupère de l'information, mais on développe parce qu'on pose une question sur le genre. C'est un fractionnement. Ce qu'on a mis aussi comme rupture, c'est-à-dire qu'à chaque question, on va le voir, il va y avoir des... ça va être... On va passer d'un niveau à un autre, ou d'un espace à un autre, et à chaque fois, ça coupe. C'est comme en hypnose, où je vous fais une induction, je vous demande de fermer les yeux, et à un moment, enfin ça m'est arrivé dans une séance, je m'aperçois que j'ai oublié de poser une question à quelqu'un, puis la personne, elle est comme ça, la partie, et donc je dis, ben, maintenant vous pouvez rouvrir les yeux, et hop, je repars dans un dialogue. Et puis après, je lui dis, maintenant vous pouvez à nouveau fermer les yeux, donc là, elle repart, et on peut le faire N fois comme ça, poum, 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 au bout d'un moment, poum. Et donc là, les questions, en fait, dans le clean, ben, il y a une mise en transe, il y a un état altéré qui se crée, rien que par la répétition des questions, donc le format qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi par le fait qu'on change de niveau. Tac, 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 tac. Et on porte l'attention de la personne sur différents objets, sur différents symboles, et ça change, parce qu'il va y avoir une intériorisation, une extériorisation, puis une attention qui se porte là, puis une attention qui se porte là. Au bout d'un moment, on joue comme ça dans l'espace, on a 3 dimensions. Donc je ne sais pas s'il faut... en fait, il est trop grand, hein, ce tableau. Donc là, ah oui, puis en plus, on n'a pas le... J'ai envie plutôt de le prendre sur... on ne garde pas les premières colonnes. Donc je vais prendre sur... Ouais, sur... voilà.
Donc là, ah ouais, mais là, il est vraiment trop petit. Voilà, bon. Tant pis. Non. Je peux regarder en Excel avec Ouais, mais c'est ce que j'ai fait sur Google Sheets, mais le problème, c'est que c'est la définition de l'écran vers le rétro. projecteur qui fait que ça réduit encore la taille. Parce que là, tu vois, le volet inexistant. Non, mais on peut... On va pas voir. Ok, donc voilà, je vais aller sur... Mais de toute manière, après, ça sera toujours la même chose. Hein. Donc là, quand on est dans la question, je suis toujours, je pense, nanana, on est dans la projection de la part du client qui envoie ces informations. Il est au niveau auditif, parce qu'en clean, il y a beaucoup d'auditif, il y a du kinesthésique aussi, il y a du visuel quand on travaille sur des travaux avec des dessins, des représentations, des symboles dans l'espace, mais là, bon, il n'y avait rien de défini. Dans le kinesthésique, on le verra, il y a des réactions physiques, émotionnelles qui font que ça se déclenche. Agentivité, il n'y en aura quasiment pas, sauf un petit endroit, on le verra tout à l'heure. Et la volition, eh ben, elle est on quand la personne répond, et elle est off quand le facilitateur pose la question. Tu peux nous dire ce que l'agentivité et l'évolution? Alors là, je vais laisser la parole à Cyril. Non, mais il y avait une définition là dans le... Non, je vais le faire en vrai. Ce qu'on appelle agentivité, c'est le sentiment d'être l'acteur des actes qu'on pose. Et des fois, dans cette expérience, on est plusieurs. Par exemple, je discute avec moi-même, on dirait qu'il y a une double agentivité. Ce qu'on appelle volition, c'est tous les processus relatifs à la volonté d'une part et les automatismes d'autre part. J'ai une question sur projection et projection. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est le transfert ou contre-transfert? Alors, Parce que projection et transfert, c'est pas la même chose. c'est projection entre parenthèses. Donc, on va dire que c'est l'apport par le client d'une partie de son monde. Donc, il va apporter. C'est là qu'il projette, en fait, ce qu'il amène. D'accord ? C'est pas du transfert contre transfert. Parce que là, en clean, transfert contre transfert, c'est pas comme dans une séance de psychanalyse, où vous allez voir un psychanalyste, je parle parce que je connais, hein, il vous reçoit, vous discutez de tout, de rien, mais il y a dans le cours, même s'il ne dit pas un mot quasiment, il y a toujours un échange, il y a toujours une imagination, parce que le gars il est dans votre dos, vous êtes allongé sur un divan, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas ce qu'il fait, il dort peut-être, il lit un livre, ou il vous écoute, vous n'en savez rien, vous imaginez déjà, et donc là vous commencez vous à projeter, et puis ah oui mais il fait ça, ou il doit savoir ça, et puis vous commencez à vous poser des questions, à vous dire mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, et puis à la fin vous vous demandez mais est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'aime, etc. Et c'est là les trucs de contre-transfert sont là. En clean, la personne elle est en face de vous, c'est un peu comme un entretien. Bon après ça ne vous empêchera pas de projeter ce que vous avez envie de projeter sur elle, de dire ah ben il est beau, il est fort, il est intelligent, il est machin, tout ça et pareil, le facilitateur, quand il va faire une séance, ça n'empêchera pas de penser la même chose. Hein. Il est beau ou elle est belle, elle est intelligente, il est intelligent, etc. Dans toute relation humaine, de toute façon, à partir du moment où on communique et où il y a un échange, il y a forcément transfert et contre-transfert. Après, bon, il y en a beaucoup qui... Moi, souvent, je discute avec Pank de HNO, qui est très, lui aussi, dans l'approche transfert, contre-transfert, etc. Pour moi, il y en a partout. Il y en a dans le film, il y en a en psychanalyse, il y en a en hypnose, il y en a
on se fait tous une idée de la personne qu'on est en face de soi, et la personne qu'on est en face de soi, elle se fait toujours une idée de nous. Et à partir de là, on s'adapte, on rééquilibre, ça évolue, ça change, ça casse, ça colle mieux. Enfin. Je pose la question parce que je veux savoir si la trigonométrie est prise en considération. C'est la trigonométrie, c'est-à-dire que s'il y a un transfert déjà sur le thérapeute, sur le facilitateur, et s'il y a un transfert aussi sur une autre partie. Pour moi, c'est pas du transfert, ça. Ça va être juste de l'expression. Après, ça peut être une expression verbale, non verbale, une expression d'une idée, d'une pensée. Mais pour moi, c'est pas du transfert. Comme disait Lacan, le transfert, c'est l'amour. Pour moi, c'est pas de l'amour. Bon, allez. Donc là, on disait requête. Donc il répond. Il y a une projection de son univers dans l'espace face au facilitateur. Il est toujours dans son interne, dans la pensée, dans sa parole, dans son discours. Et quel genre d'œuvre il est interne, plongé en réflexion, sur quoi il a pu penser, ce qu'il a pu ressentir, les images qu'il a vues, les sons qu'il a entendus, et un balayage interne de tout ce qui peut survenir à ce moment-là. Volition on, donc la on-off, je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a une question du facilitateur, du facilité, il est en off, et dès qu'il y a une réponse du facilité, le facilité est en on. Donc l'interrupteur à chaque fois, tac, 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 tac. Et ça participe aussi au fractionnement, ça participe à la rupture, ça participe à beaucoup de choses. Voilà. Donc, excusez-moi, dans le kinesthésique, action d'énoncer, c'est celui-là qui écoute. En fait, le fait d'écouter, ça amène une action d'énoncer à l'intérieur. Ben oui, et puis le fait d'écouter aussi, des fois, ça amène des ressentis. D'accord, et l'énonciation, c'est ça en fait, c'est de le transformer en ressenti. C'est ça. Alors, après, alors je ne sais pas si je vais descendre, je ne vais pas prendre tous les items pour tout, parce que c'est souvent répétitif, donc volition, on-off, etc. Je mettrai juste un point. De toute manière, vous pourrez le revoir à tête reposée, tranquille, il sera mis en ligne, de toute façon. Donc vous pourrez regarder, le sortir au format A4, en faire un poster. Non, mais c'est vrai, parce que là, on n'a pas le temps matériel de rentrer dans tout. Non, mais au moins, pas facile à lire. Voilà, c'est pas facile à lire. Mais au moins, il y a l'exemple, et vous aurez les éléments qu'on va discuter rapidement maintenant pour pouvoir analyser plus en profondeur le document, puis après, ça restera dans les archives de l'Arche. À la recherche de l'Arche perdue, on retrouvera un jour le document sur le clean language et les structures politiques. Alors, donc la personne, on lui dit quel genre de protège elle se protège, donc on rompt le discours du facilité. Le facilité, il dit, c'est le genre, je ne veux pas être émotionnellement impliqué. Ok, super. Donc ça peut être une métaphore, implication émotionnelle. Est-ce qu'on est une implication est émotionnelle? Est-ce qu'une émotion est impliquée? Enfin, c'est toujours un peu... Donc on rentre dans le cadre de la métaphore. Et donc là, à ce moment-là, on lui dit, et quand ne veut pas être émotionnellement impliqué? Quel genre d'émotionnellement est cet émotionnellement? Donc la personne, là, on la recasse au sens rupture, c'est-à-dire qu'elle parlait d'un truc qui lui est venu, et puis là, boum, on lui dit, quel genre? Je sais pas. Je sais, mais j'y avais jamais pensé. Donc, on lui fait diriger encore une fois l'attention vers l'intérieur, donc toujours question de développement, toujours fractionnement, toujours externe voie du facilitateur, tac, 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 on reste
Il répond, c'est une sensation dans mes intestins. Je sens une douleur. Alors là, on rentre. Donc je ne sais plus où il est le kinesthésique, si je l'ai mis ou pas. Voilà, ressenti. Et on rentre aussi dans ce que je disais tout à l'heure, on passe de la pensée, où au début il était très mental et tout ça, où là, il commence à ressentir physiquement ce que ça lui provoque d'être dissocié, de se protéger et d'être émotionnellement impliqué. Donc la question, c'est, à la suite, c'est, on reprend les éléments qu'il a apportés. Et émotionnel, et sentir une sensation de douleur dans les intestins. Et quand on ne veut pas être impliqué, et douleur dans les intestins. Qu'est-ce que la douleur aimerait qu'il se passe? Zoom. Donc là, on est dans une question d'intention. Qu'est-ce que vous voulez? Ou qu'est-ce que la douleur veut? Parce qu'il y a aussi la dissociation par rapport aux éléments et aux symboles qui sont apportés. Donc là, on dirige l'attention vers l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Ah, ben c'est plus en moi, mais c'est ailleurs. Donc, on est dans l'attention, refractionnement, et là, il y avait attribution d'agentivité, donc c'est ce qu'on avait vu avec Cyril, où il y a double agentivité déclenchée par le facilitateur. Donc là, je te laisse la parole, Cyril. Oui, bah là, à ce stade-là, en fait, tu peux remontrer les questions. Ouais. Là, à ce stade-là, le facilitateur amène l'idée que la douleur a sa propre agentivité, puisque on lui attribue la possibilité d'aimer qu'il se passe quelque chose. Donc là, on la revêt d'un agent qui peut penser, ressentir, agir, etc. Donc là, on arrive, et c'est amusant, parce qu'on est toujours dans le cadre du clean language, on reprend les symboles auditifs de l'autre, mais on y attribue une action qui est quand même loin de son monde a priori. C'est quand même assez rare dans le quotidien qu'on se mette à dire tiens, je ressens une douleur et je me demande ce qu'elle a envie de me dire. Donc dans le milieu de l'hypnose, ça arrive plus souvent, mais dans le quotidien, c'est un peu plus rare. Donc là, on revêt cet élément qui a été proposé d'une agentivité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il répond à ce moment-là? Parce qu'on voit que son discours, il est très... il raconte plein de jolies choses, et puis petit à petit... et puis là, hop, il y a plus une petite réponse. La douleur voudrait ne pas exister. Donc, c'est réponse à l'intention. Hein, on lui demande quelle intention il a, et quelle intention la douleur a. Et là, il répond comme s'il était la douleur. La douleur voudrait ne pas exister. Donc la projection, on avait mis dialogie aussi, puisqu'il y a séparation entre la douleur et la personne. Interne pensée, diction, toujours, et retour à la normale, parce qu'au début il y avait double agentivité, et là on revient sur un seuil de la personne réintégrée avec sa douleur. Est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît? Laquelle? Celle-là, la douleur. La douleur voudrait ne pas exister. La douleur, elle est séparée de lui. D'accord, juste l'intervention juste en dessous. Celle-là, là. Mais tu veux que je la refasse? Moi, je ne l'ai pas faite, celle-là. On l'a perdu. Ah bah oui, c'est souvent ce qui arrive en clip. Il y a des excuses. Hein. Et donc là, on a vu l'agentivité avec Cyril, c'est-à-dire il est séparé de sa douleur. D'accord? Il dit la douleur voudrait ne pas exister. Donc, la douleur, elle est là, enfin, je ne sais pas où elle est exactement, elle est dans ses intestins, on le sait, il est émotionnellement impliqué, et pourtant, la douleur est autre, on va dire. D'accord? Elle est là, mais c'est un personnage, c'est quelqu'un, c'est un symbole. Donc, double agentivité, c'est parce que d'un côté, il y a le facilité, de l'autre côté, il y a la douleur. D'accord? Derrière, quand il dit la douleur voudrait ne pas exister, on lui pose la question, et quand la douleur aimerait ne pas exister,
Oui, c'est pas vrai. C'est voudrait. C'est pas vrai, mais bon, c'est la question qui a été posée. Moi, Ah j'ai oui. repris ce qui a été posé. Ah, et non, encore, j'ai édulcoré parce qu'il y a des trucs, je trouvais que ça n'était pas assez clean. C'est un petit peu dirty. Hein, Voilà, de c'était mettre là, c'est aimerait limite à la dirty. place de Exactement. voudrait. Donc là, on projette un peu le aimerait parce qu'on n'en sait rien ce qu'elle aimerait la douleur. On ne sait pas si elle aimerait quelque chose d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc là, rupture, et là on part dans le temps, les questions de temps, de séquencement. On est toujours dans la direction de l'attention vers l'extérieur de la perception actuelle de la personne. Donc là, j'ai mis on établit un rapport avec le temps. On est toujours dans le fractionnement, puisque là on a cassé à nouveau le mouvement. Mouvement et réintrojection. Donc justement, on a cassé le mouvement, donc on est dans un autre mouvement. Et on introjecte. Donc tout le monde sait, en tant qu'hypnologiste, la réintrojection, ce que c'est? Ouais. Non, pas toi. Non. Toi, tu n'es pas hypnologiste. Non, moi, je suis novice, moi. Tu es novice, Ouais. comme Bachoun. Donc, réintrojection. On récupère à l'intérieur, on remet à l'intérieur, on se réapproprie le symbole qui a été sorti et éventuellement transformé. Voilà. Donc, toujours la voie externe du facilitateur, l'addiction, volition, off. Donc, derrière la personne qui se demande ce qu'elle aimerait qu'il se passe ensuite, le aimerait, ce qui se passe, c'est aimerait, c'est une question clean. What the pain would like to. Le truc, c'est que aimerait, ça a une connotation en français qui n'est pas would like, qui est c'est toujours très, très subtil. D'où le fait que ça y ait un petit dirty là-dedans. Mais il faudrait essayer de réfléchir à. Ils se sont posés énormément de questions, les gens du clean français, dans la traduction. Limite, ils se sont tirés les cheveux, ils se sont tapés sur la tête, parce que, comme toute traduction, il y a un côté d'interprétation nécessaire, on ne peut pas traduire mot à mot. Et dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on donne comme message? Parce que c'est pas toujours évident. Et là, le aimerait, would like, would you like, c'est le plus approchant qu'ils aient trouvé pour pouvoir traduire cette question. Donc, il dit, voilà ce que j'aimerais qu'il se passe ensuite, ce qui est très bizarre comme réponse, mais si c'est très haut, ça peut amener à pleurer. Non, c'est très haut, ça peut amener à pleurer, mais ça doit être très haut. Cela doit submerger mon mental. Donc là, il y a une réponse spatiale et corporelle, parce qu'il y a des directions, il y a un niveau, il y a le mental, on va dire que c'est une zone qu'on peut définir corporelle, après tout est imaginable, hein, mais bon. Il y a un peu cette dimension, parce qu'il a parlé d'abord de la douleur, des intestins, donc on est à la fois dans l'espace et dans le corps. Donc on est dans la... on va dire. Derrière, on lui pose la question, et quand amener à pleurer et submerge mon mental? On aurait pu dire submerger mon mental, je chipote. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Donc là, on est à nouveau en rupture, toujours dans un questionnement du temps, l'espace, enfin du temps, du temps, question temporelle, le séquencement, et on est toujours dans la direction de l'attention vers l'extérieur de la perception actuelle. Donc là, on rétablit un rapport dans le temps, on refractionne, on est toujours en mouvement de réintrojection, et on est toujours en voie du facilitateur, diction, volition off. Hop, je vais trop vite. Là, qu'est-ce qui répond? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je me sens soulagé parce que je pense que tout a été lavé, nettoyé. Impressionnant. C'est
bizarre. Enfin, bon, il y a des trucs bizarres dans le film, de toute façon. Mais on est toujours surpris. Donc lui, il fait une réponse dans le temps. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il aimerait qu'il se passe? Bah, il s'est passé qu'il se sent soulagé ensuite. Et on passe à la séquence suivante. Bah, ils sont soulagés et comme ils se sont soulagés, tout semble avoir été lavé et nettoyé. Donc là, on est toujours en projection, diction, ressenti. Et il y a quand même penser, puisque je pense que tout a été lavé et nettoyé. Et donc à cette question-là, à cette réponse-là, on dit « Et quand laver, nettoyer ?» Y a-t-il autre chose à propos de laver, nettoyer? Donc on recasse un truc, puisqu'on repart dans une recherche d'attributs. On redirige l'attention qui était vers l'extérieur vers l'intérieur. On est dans une question de développement pour qu'il amène quelque chose de nouveau. On est toujours en fractionnement. Donc là, introjection, projection, on est dans l'attribution de caractéristiques et d'associations. On va aller chercher des éléments et on va les associer. On est toujours dans la voie externe, on est toujours dans le off de la volition. Il répond. Alors là, il se lâche. Parce que tout à l'heure, c'était des petits mots, des petits trucs et tout ça. Et là, d'un coup, le laver, nettoyer, on ne sait pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Il y a un truc, sa mère lavait des carnages, je ne sais pas ce qui se passait, mais il y a eu. Et là, il part. Et là, ça sort. Laver, nettoyer. Est-ce qu'il y a autre chose? Des larmes qui me rappellent toujours l'événement traumatique que j'ai vécu quand j'étais enfant. La première fois que je suis allé à l'école. J'étais très fier, mais en même temps, je ne voulais pas. Parce que je tenais la main de ma mère et je ne voulais pas la lâcher, et elle a lâché. Et j'ai eu le sentiment que j'étais abandonné. Et j'ai pleuré et j'ai crié. Bon. Là, c'est parti. Ça pleure, ça crie. Il y a des larmes, il y a la mer, il y a les mains, il y a l'abandon, il y a plein de symboles, il y a plein de... Alors là, c'est assez fort, hein, parce que là, bon, je ne mets pas le ton et tout ça, mais la personne... Ouais, la personne l'évoquait, c'était ouf. Et donc là, on est dans le récit, il raconte un peu d'où ça vient, se laver, nettoyer, parce que d'un coup, je ne sais pas encore. Et on est aussi très dans le ressenti, les pleurs, les cris, la main de la mère qui lâche, lui qui veut se rapprocher, etc. Et là, question, alors là, on casse encore à nouveau, sans casser, hein, parce qu'on ramène aussi, on fait voyager. C'est-à-dire que la question c'est, c'était à quel âge? Alors ça, je l'évoquais tout à l'heure au début, le c'était à quel âge, c'est une question qui est venue après dans le film. C'est même au-delà des questions spécialisées, c'est vraiment sur les questions d'émergence cognitive, etc., où ils ont commencé à creuser sur cette régression dans le temps, ce retour à l'enfance, etc. Donc lui, il parle d'aller à l'école. Nous, on sait pas, j'étais enfant, donc on ne sait pas, on dit c'était à quel âge. Parce qu'on essaye aussi, comme dans les questions, de cerner et de porter l'attention sur le moment où c'est arrivé. Donc, et là, la personne, donc on est dans le questionnement spécialisé clean, on est dans une sorte de régression, et on a fractionné parce qu'on pose une question à laquelle peut-être il ne s'attendait pas forcément. On est toujours dans l'attribution de caractéristiques, et voix externe, diction off. Et là, il répond. Donc là, il ne se répond plus parce que je pense qu'il est assez touché par le souvenir qu'il raconte. J'avais 6 ans. C'est tout ce qu'il dit. Mais par contre, quand il dit j'avais 6 ans, il est parti dans ces 6 ans. À ce moment-là. Là, il y a, pendant la séance, il y a une grosse régression. Il est là et il a 6 ans. Et il est à l'école et il y a maman. Et maman, elle lâche la main que lui, il voulait tenir. Mais il voulait aller à l'école, mais il ne voulait pas y aller non plus. Enfin, d'accord? Et là, le facilitateur dit, et à 6 ans,
et tenait la main de sa mère et est fière d'aller à l'école et ne veut pas lâcher. Et elle lâche et se sent abandonnée et crie. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, à nouveau rupture, on questionne dans le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On redirige l'attention vers l'extérieur. Donc on est toujours dans la réponse temporelle, la séquence suivante, mouvement et réintrojection, voix du facilitateur, off. Et là il répond. Ensuite c'est comme blanc, c'était comme blanc. Comme une perte de conscience de ce qui se passait. Ok, donc il y a le symbole métaphore, le blanc, la perte de conscience. Projection, bon, visuel, on voit la couleur, blanc. Interne, pensée, diction. Kinesthésique, le ressenti. Audition. Et là, le facilitateur dit, et à 6 ans, et comme blanc, une perte de conscience. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Toujours la même chose, hein? Questionnement, rupture, navigation dans le temps, séquencement, redirection vers l'extérieur. Je ne rappelle pas ce que j'ai dit sur la précédente, c'est la même chose. Et là, le facilité répond. Ensuite, il a accepté les choses. C'est marrant parce qu'il parle de lui avec il. Donc on voyait tout à l'heure la séparation de la douleur du corps de la personne qui parlait. Là, il parle de lui à la personne, à la troisième personne du singulier. Et il a accepté les choses. Il est revenu à ses pensées et a essayé de faire ce qui était attendu de lui. Donc là, sur les symboles, etc., acceptation, il est revenu à ses pensées, il a essayé, il a attendu. Il est toujours dans le récit, la projection de ce qu'il a leur voix, etc. Là, le facilitateur dit, il reprend juste donc là on est dans la reformulation perroquet, en fin de phrase, etc., parce que le facilitateur dormait peut-être. Donc, il s'est réveillé et il a entendu les derniers quelques bribes de mots et il lui répète, il lui dit, et il est revenu à ses pensées. Bon, c'est marrant parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très kinesthésique et de très cérébral. Il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup, il est toujours dans l'analyse des choses, il est dans la submersion du mental, il est avec aussi beaucoup de ressenti. Le mental et le ressenti, chez cette personne, sont très très liés. Il est revenu à ses pensées. Et la réponse du facilité, donc là je mettais rogerien dans l'approche, hein, parce que c'est du questionnement, c'est de la reformulation, etc. Mais c'est du fractionnement aussi, parce qu'on lui pose une question. À la limite, on ne lui pose même pas une question, on continue ce qu'il a dit, mais lui, il pense qu'on lui a posé une question. C'est ça qui est toujours étonnant. À la fois dans ce type de question qui reprend les éléments apportés par la personne, ou dans le type de question qui n'est que le silence. On reste comme ça, on regarde, la personne, elle se sent obligée d'amener autre chose. Et il répond, oui, c'est ça. Alors déjà, c'est bizarre. Ok, il est revenu à ses pensées, oui, c'est ça. Et donc, le facilitateur, il cherche à savoir, c'est ça. Ça, c'est le mot hypnotique où on met tout et rien dedans. C'est comme quelque chose. C'est comme ça. C'est ce quelque chose. Et là, le facilitateur lui dit, et il y a une relation, et y a-t-il une relation entre revenu à ses pensées et comme blanc? Donc là, poum, rupture, questionnement sur la relation. On cherche une relation entre ce qui a été apporté sur les symboles, donc le blanc, le revenu à ses pensées. On aurait pu dire entre blanc et fait ce qui est attendu de lui. Hein. Bon, là, c'est le hasard.
On prend des éléments, des symboles, et on fait des relations entre eux. Ok ? Donc là, on établit le rapport à travers l'espace entre deux perceptions de la personne. On fractionne, on est en association et en réintrojection, volition. Et là, la réponse à la question, c'est oui, je n'y avais jamais pensé avant. Je comprends maintenant ce qui se passe. On n'en saura pas plus. Et d'ailleurs, à la limite, ça ne nous intéresse pas. L'important, c'est que c'est lui qui a pris conscience de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais lui, il le sait. Et il ressort de là, est-ce qu'il aura transformé, en transformant ses relations entre ces symboles, ses métaphores et son approche des choses, peut-être vis-à-vis de sa mère, peut-être vis-à-vis des gens, peut-être vis-à-vis de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, lui, il comprend ce qui se passe. Moi, non, mais lui, oui. Donc c'est la révélation, l'insight, la prise de conscience. Il dit qu'il a projeté le fait qu'il avait compris ce qui se passait, il l'a ressenti sûrement, et il nous fait merci, au revoir, à bientôt. Voilà. Des questions? C'est un peu sec la fin, non? Déjà, j'ai été obligé un peu de... Non, mais pas de validation, savoir quel est son ressenti. Ah oui, non, mais bon, j'ai pas fait on n'a pas fait ça, on ne s'est pas arrêté comme ça, quoi. Après, on dit, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce qu'on s'arrête là, etc. Non, là, c'est parce que je voulais pas, parce que si j'avais allongé toute la séance, derrière, il y a le téléchargement, il y a le download, il y a le Power of Six, il y a les questions, on arrive avec son mantra final qu'on va se répéter, et... La bienveillance. Oui, c'est ça, mais en fait, même sans bienveillance, il y a juste l'intégration de ce que la personne a amené pendant la séance. Donc il y a un process aussi, qui est un process, on va appeler ça d'émergence cognitive, parce que c'est ce qui a été apporté par Power of Six, mais qui utilise aussi du clean language. Donc il y a beaucoup de choses. Le clean language, c'est pour ça que moi je me suis basé que sur la structure hypnotique, parce que c'était l'angle d'hypnologie. Mais c'est comme l'hypnose, quand on met la main dedans, c'est parti, quoi. On n'arrête plus. On cherche, on trouve, on découvre, on creuse, et plus on creuse, plus le trou s'agrandit, et plus il s'agrandit, et plus on creuse, parce qu'on ne sait pas où est la fin, et on ne trouve jamais. Non, il y a beaucoup de choses. Et là, je crois que fin juin, je crois que toutes les places sont prises, il y a le French Taste of Clean, mais je crois qu'il n'y a plus de place. Il y a tous les grands du clean qui viennent d'Angleterre, de France, etc., qui se réunissent. Voilà. Cette séquence, elle tirait d'où? D'une vraie séance. D'une vraie séance qui s'est faite où? Qui s'est faite dans un cabinet. Oui, c'était pour avoir juste la référence, c'est tout. C'est dans ce sens-là que je posais la question. Mais la référence de quoi? Pour savoir, alors dans quel cabinet, XY, voilà, c'est pas une référence, mais c'était... Ah oui, non, mais je fais pas de pub, c'est une séance que j'ai vécue. Ah d'accord, c'est une séance que vous Voilà. avez pratiquée. Ouais. Ouais, une question. Est-ce que sur base des outils que vous avez, que tu as présenté au début dans les slides, est-ce qu'en fonction des types de réponses qui sont données, est-ce que vous avez des stratégies basées sur ces outils? Bonne question. Parce que, justement, Lolé Tompkins, qui sont issus du monde de la PNL, à la base, ont été très, on va dire, dans l'analyse de quelles questions poser après quelle réponse. Et donc, à partir de là, ils ont défini ce qu'ils appellent le modèle PRO, P-R-O. Donc, c'est problème, ressource, objectif. Remède, objectif. Problème, remède, objectif.
Donc il y a eu des vidéos. Vous avez les liens dans les slides sur le modèle pro, justement, une personne qui s'appelle Peter Ray en Angleterre qui montre le modèle pro et qui montre comment, quand une personne arrive avec un problème, on va lui poser tel type de questions. Quand elle arrive avec ce qu'ils appellent un remède, c'est-à-dire qu'il y a une partie de problème et il y a une partie de solution. On va lui poser telle question. Et quand elle arrive vraiment avec un objectif, alors il va y avoir tel type de question. Et l'objectif dans leur démarche, c'est qu'une personne qui vient avec un problème, on arrive à l'amener vers l'objectif. C'est un peu comme quand on fait une détermination d'objectif, la personne elle vient avec quelque chose, alors des fois elle vous dit « oui je viens pour ça » au téléphone, puis le jour où elle arrive, elle vient pour toute autre chose. Okay. Entre-temps, vous avez peut-être un peu réfléchi, tiens, bah oui, elle vient pour ça, elle arrive, bah ben non, je vous ai téléphoné parce que je voulais maigrir ou j'avais un problème de poids, et puis elle arrive, elle dit, ben non, en fait, je veux arrêter de fumer. Okay. Et à ce moment-là, bah, c'est pourquoi qu'est-ce que vous voulez en arrêtant de fumer? On recherche l'écologie du patient, on recherche son objet, ses valeurs, et qu'est-ce qu'elle peut, dans sa vie ou dans ce qu'elle a eu, utiliser pour atteindre cet objectif. Dans le modèle PRO, c'est exactement la même chose. On ne reste pas bloqué sur ce qu'elle ne veut plus, mais sur ce qu'elle veut. Et donc pour l'amener à ce qu'elle veut, ils ont défini des petits... On ne va pas appeler ça des stratégies, on va appeler ça plutôt une orientation. C'est-à-dire qu'on va passer, un peu comme Bill O'Neill disait, d'une approche problème à une approche solution. Donc on va partir du problème et avec l'enchaînement des questions, amener la personne vers l'objectif. Le vrai, entre guillemets, parce que les vrais objectifs, il y en a plein, mais celui pour lequel elle est venue. Voilà. Donc elle arrive, elle dit je ne veux plus fumer, ok, ça vous ne voulez plus fumer, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et en sachant ce qu'elle veut, qu'est-ce que ça va vous apporter? Voilà, toujours la même démarche. Et donc ils ont essayé de formaliser ça avec le modèle pro. Et l'article que j'ai traduit pour James Lawley, qui s'appelle RE-Process, RE-Process, donc il y a le RE devant le pro et le C, parce que le S, ça ne sert à rien, mais le C derrière le PRO. Et donc ça, c'est encore, ils ont essayé d'étendre pour différentes étapes de la séance. Mais il y a des recherches, mais pour moi, on peut pas, il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire que... C'est à la carte, en fait. Une personne va arriver avec une problématique, ça sera la sienne, et en fonction des mots en fonction des mots, des métaphores, des symboles qu'elle va apporter, qui lui sont propres, comme à chacun de nous, on a chacun nos façons de parler, chacun nos phrases types qui viennent de on ne sait pas où, mais on sait d'où elles viennent. Et donc ça va être, oui, comme tu dis, à la carte, il va falloir s'adapter à son monde, à ses symboles, à ses mots, et travailler dessus. Et puis, des fois, et même souvent, on va arriver à faire penser la personne sur ce qu'elle pense ou sur ce qu'elle fait. Parce que généralement, quand on se pose... On peut faire de l'auto-clean, comme on fait de l'auto-hypnose. Une fois qu'on connaît bien les questions, on peut s'auto-cleaner. C'est-à-dire, et c'est ça qui est drôle, hein. Moi un jour je l'ai fait, je me dis, je sais plus ce que je me posais des questions sur je sais plus quoi, et puis j'ai dit, tiens, je vais me faire une session clean, tout seul. Bon, c'est pas évident, hein, parce que il n'y a pas l'extérieur qui interagit avec l'intérieur, etc. Mais je suis arrivé, j'ai eu une révélation. Hein. Parce qu'à force de me poser 2-3 questions et d'y réfléchir vraiment, de dire, mais j'y réfléchis. Parce que maintenant, ce qu'il y a, c'est que les gens ne pensent plus à ce qu'ils pensent. Ils croient penser à ce qu'ils pensent, mais c'est juste des pensées qui traversent, mais ils n'arrêtent pas la pensée pour dire, ah tiens, là, je vais poser telle question sur cette pensée. Pourquoi quel genre de truc amène cette pensée? Et qu'est-ce qui se passe juste avant que je pense cette pensée?
Voilà. Et donc, c'est un travail. Hein. C'est comme tout travail. Dans l'hypnose, il faut apprendre. Au départ, on apprend à faire des inductions, des machins, des trucs comme ça. Puis après, ça devient de plus en plus naturel. Ça devient un langage. On devient inconsciemment compétent. Là, c'est pareil. On apprend les questions, on les pose. On travaille, on fait des binômes, des trinômes, on s'entraîne. Et derrière, ça rentre aussi naturellement. Et on arrive à s'autocliner, on va dire. Et voilà. Everybody's happy? Yes. Si vous avez des questions, c'est bon. Sinon, vous parlez là. Si c'est bon pour vous. Super clair. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci à vous.